Robinson Crusoé, chapitre 9. C'est ainsi que j'abandonnai mon île, le 19 décembre 1686, selon le calcul du navire. Après y être demeuré 28 ans, 2 mois et 19 jours. De cette seconde captivité, je fus délivré le même jour du mois que je m'étais enfui jadis dans le Barcolongo de chez les Maures de Salé. Sur ce navire, au bout du long voyage, j'arrivai en Angleterre le 11 juin de l'an 1687, après une absence de 35 années. Quand j'arrivai en Angleterre, j'étais parfaitement étranger à tout le monde, comme si je n'y eusse jamais été connu. Ma bienfaitrice, ma fidèle intendante à qui j'avais laissé en dépôt mon argent, vivait encore, mais elle avait essuyé de grandes infortunes dans le monde, et, devenue veuve pour la seconde fois, elle vivait chétivement. Je la mis à l'aise quant à ce qu'elle me devait, en lui donnant l'assurance que je ne la chagrinerais point. Bien au contraire, en reconnaissance de ses premiers soins et de sa fidélité envers moi, je l'assistai autant que le comportait mon petit avoir, qui pour lors, il est vrai, ne me permit pas de faire beaucoup pour elle. Mais je lui jurai que je garderais toujours souvenance de son ancienne amitié pour moi. Et vraiment, je ne l'oubliai pas lorsque je fus en position de la secourir, comme on pourra le voir en son lieu. Je m'en allai ensuite dans le Yorkshire. Mon père et ma mère étaient morts, et toute ma famille éteinte, hormis 2 sœurs et 2 enfants de l'un de mes frères. Comme depuis longtemps je passais pour mort, on ne m'avait rien réservé dans le partage. Bref, je ne trouvai ni appui ni secours, et le petit capital que j'avais n'était pas suffisant pour fonder mon établissement dans le monde. À la vérité, je reçus une marque de gratitude à laquelle je ne m'attendais pas. Le capitaine, que j'avais si heureusement délivré avec son navire et sa cargaison, ayant fait à ses armateurs un beau récit de la manière dont j'avais sauvé le bâtiment et l'équipage, ils m'invitèrent avec quelques autres marchands intéressés à les venir voir, et tous ensemble ils m'honorèrent d'un fort gracieux compliment à ce sujet et d'un présent d'environ 200 livres sterling. Après beaucoup de réflexion sur ma position et sur le peu de moyens que j'avais de m'établir dans le monde, je résolus de m'en aller à Lisbonne pour voir si je ne pourrais pas obtenir quelques informations sur l'état de ma plantation au Brésil et sur ce qu'était devenu mon associé qui, j'avais tout lieu de le supposer, avait dû depuis bien des années me mettre au rang des morts. Dans cette vue, je m'embarquai pour Lisbonne, où j'arrivai au mois d'avril suivant. Mon serviteur, vendredi, m'accompagna avec beaucoup de dévouement dans toutes ses courses et se montra le garçon le plus fidèle en toute occasion. Quand j'eus mis pied à terre à Lisbonne, je trouvai, après quelques recherches, et à ma toute particulière satisfaction, mon ancien ami le capitaine, qui jadis m'avait accueilli en mer à la côte d'Afrique. Vieux alors, il avait abandonné la mer, après avoir laissé son navire à son fils, qui n'était plus un jeune homme, et qui continuait de commercer avec le Brésil. Le vieillard ne me reconnut pas, et en fait, je le reconnaissais à peine. Mais je me rétablis dans son souvenir aussitôt que je lui eus dit qui j'étais. Après avoir échangé quelques expressions affectueuses de notre ancienne connaissance, je m'informai, comme on peut le croire, de ma plantation et de mon associé. Le vieillard me dit « Je ne suis pas allé au Brésil depuis 9 ans. Je puis néanmoins vous assurer que lors de mon dernier voyage, votre associé vivait encore. Mais les curateurs que vous lui aviez adjoints pour avoir l'œil sur votre portion étaient morts tous les 2. Je crois cependant que vous pourriez avoir un compte très exact du rapport de votre plantation, parce que, sur la croyance générale qu'ayant fait naufrage vous aviez été noyé, vos curateurs ont versé le produit de votre part de la plantation dans les mains du procureur fiscal qui en a assigné, en cas que vous ne revinssiez jamais le réclamer,
un tiers au roi et 2 tiers au monastère de Saint-Augustin, pour être employés au soulagement des pauvres et à la conversion des Indiens à la foi catholique. Nonobstant, si vous vous présentiez, ou quelqu'un fondé de pouvoir, pour réclamer cet héritage, il serait restitué, excepté le revenu ou produit annuel, qui, ayant été affecté à des œuvres charitables, ne peut être réversible. Je vous assure que l'intendant du roi et le proviédor, ou intendant du monastère, ont toujours eu grand soin que le titulaire, c'est-à-dire votre associé, leur rendit chaque année un compte fidèle du revenu total, dont ils ont dûment perçu votre moitié. Je lui demandai s'il savait quel accroissement avait pris ma plantation, s'il pensait qu'elle valût la peine de s'en occuper, ou si, allant sur les lieux, je ne rencontrerais pas d'obstacle pour rentrer dans mes droits à la moitié. Il me répondit: « Je ne puis vous dire exactement à quel point votre plantation s'est améliorée, mais je sais que votre associé est devenu excessivement riche par la seule jouissance de sa portion. Pour autant qu'il m'en souvienne, j'ai ouï dire que le tiers de votre portion dévolue au roi, et qui, ce me semble, a été octroyé à quelques monastères ou maisons religieuses, montait à plus de 200 moïs d'or par an. Quant à être rétabli en paisible possession de votre bien, cela ne fait pas de doute, votre associé vivant encore pour témoigner de vos droits, et votre nom étant enregistré sur le cadastre du pays. » Il me dit aussi: « Les survivants de vos 2 curateurs sont de très probes et de très honnêtes gens, fort riches, et je pense que non seulement vous aurez leur assistance pour rentrer en possession, mais que vous trouverez entre leurs mains pour votre compte une somme très considérable. C'est le produit de la plantation pendant que leur père en avait la curatelle, et avant qu'ils s'en fussent dessaisis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui eut lieu, autant que je me le rappelle, il y a environ 12 ans. » À ce récit, je montrai un peu de tristesse et d'inquiétude, et je demandai au vieux capitaine comment il était advenu que mes curateurs eussent ainsi disposé de mes biens, quand ils n'ignoraient pas que j'avais fait mon testament et que je l'avais institué, lui, le capitaine portugais, mon légataire universel. « Cela est vrai, me répondit-il. Mais comme il n'y avait point de preuve de votre mort, je ne pouvais agir comme exécuteur testamentaire jusqu'à ce que j'en eusse acquis quelque certitude. En outre, je ne me sentais pas porté à m'entremettre dans une affaire si lointaine. Toutefois, j'ai fait enregistrer votre testament, et je l'ai revendiqué. Et si j'eusse pu constater que vous étiez mort ou vivant, j'aurais agi par procuration, et pris possession de l'ingegno. C'est ainsi que les Portugais nomment une sucrerie. Et j'aurais donné ordre de le faire à mon fils, qui était alors au Brésil. Mais, poursuivit le vieillard, j'ai une autre nouvelle à vous donner, qui peut-être ne vous sera pas si agréable que les autres. C'est que, vous croyant perdu, et tout le monde le croyant aussi, votre associé et vos curateurs m'ont offert de s'accommoder avec moi, en votre nom, pour le revenu des 6 ou 8 premières années, lequel j'ai reçu. Cependant, de grandes dépenses ayant été faites alors pour augmenter la plantation, pour bâtir un ingegno et acheter des esclaves, ce produit ne s'est pas élevé à beaucoup près aussi haut que par la suite. Néanmoins, je vous rendrai un compte exact de tout ce que j'ai reçu et de la manière dont j'en ai disposé. » Après quelques jours de nouvelles conférences avec ce vieil ami, il me remit un compte du revenu des 6 premières années de ma plantation, signé par mon associé et mes 2 curateurs, et qui lui avait toujours été livré en marchandises, telles que du tabac en rouleau et du sucre en caisse, sans parler du rhum, de la mélasse, produit obligé d'une sucrerie. Je reconnus par ce compte que le revenu s'accroissait considérablement chaque année. Mais, comme il a été dit précédemment, les dépenses ayant été grandes, le gain fut petit d'abord.
Cependant, le vieillard me fit voir qu'il était mon débiteur pour 470 mois d'or, outre 60 caisses de sucre et 15 doubles rouleaux de tabac qui s'étaient perdus dans son navire, ayant fait naufrage en revenant à Lisbonne, environ 11 ans après mon départ du Brésil. Cet homme de bien se prit alors à se plaindre de ses malheurs, qu'il avait contraint à faire usage de mon argent pour recouvrer ses pertes et acheter une part dans un autre navire. « Quoi qu'il en soit, mon vieil ami, ajouta-t-il, vous ne manquerez pas de provisions dans votre nécessité, et aussitôt que mon fils sera de retour, vous serez pleinement satisfait. » Là-dessus, il tira une vieille bourse et me donna 169 mois d'or portugais en or. Ensuite, me présentant les titres de ses droits sur le bâtiment avec lequel son fils était allé au Brésil, et dans lequel il était intéressé pour un quart et son fils pour un autre, il me les remit tous entre les mains comme gage du reste. J'étais beaucoup trop touché de la probité et de la candeur de ce pauvre homme pour accepter cela. Et, me remémorant tout ce qu'il avait fait pour moi, comment il m'avait accueilli en mer, combien il en avait usé généreusement à mon égard en toute occasion, et combien surtout il se montrait dans ce moment ami sincère, je fus sur le point de pleurer quand il m'adressait ces paroles. Aussi lui demandai-je d'abord si sa situation lui permettait de se dépouiller de tant d'argent à la fois, et si cela ne le gênerait point. Il me répondit qu'à la vérité cela pourrait le gêner un peu, mais que ce n'en était pas moins mon argent, et que j'en avais peut-être plus besoin que lui. Tout ce que me disait ce galant homme était si affectueux que je pouvais à peine retenir mes larmes. Bref, je pris une centaine de mois d'or et lui demandai une plume et de l'encre pour lui en faire un reçu. Puis je lui rendis les restes et lui dis « Si jamais je rentre en possession de ma plantation, je vous remettrai toute la somme. » Comme effectivement je fis plus tard. « Et quant au titre de propriété de votre part sur le navire de votre fils, je ne veux en aucune façon l'accepter. Si je venais à avoir besoin d'argent, je vous tiens assez honnête pour me payer. Si au contraire je viens à palper celui que vous me faites espérer, je ne recevrai plus jamais un penny de vous. » Quand ceci fut entendu, le vieillard me demanda s'il ne pourrait pas me servir en quelque chose dans la réclamation de ma plantation. Je lui dis que je pensais aller moi-même sur les lieux. « Vous pouvez faire ainsi, reprit-il, si cela vous plaît. Mais dans le cas contraire, il y a bien des moyens d'assurer vos droits et de recouvrer immédiatement la jouissance de vos revenus. » Et, comme il se trouvait dans la rivière de Lisbonne des vaisseaux prêts à partir pour le Brésil, il me fit inscrire mon nom dans un registre public avec une attestation de sa part, affirmant sous serment que j'étais en vie, et que j'étais bien la même personne qui avait entrepris autrefois le défrichement et la culture de la dite plantation. À cette déposition régulièrement légalisée par un notaire, il me conseilla d'annexer une procuration et de l'envoyer avec une lettre de sa main à un marchand de sa connaissance qui était sur les lieux. Puis il me proposa de demeurer avec lui jusqu'à ce que j'eusse reçu réponse. Il ne fut jamais rien de plus honorable que les procédés dont ma procuration fut suivie, car en moins de 7 mois, il m'arriva de la part des survivants de mes curateurs, les marchands pour le compte desquels je m'étais embarqué, un gros paquet contenant les lettres et papiers suivants. 1. Il y avait un compte courant du produit de ma ferme ou plantation durant 6 années, depuis que leur père avait réglé avec mon vieux capitaine de Portugal. La balance semblait être en ma faveur de 1174 mois d'or. 2. Il y avait un compte de 4 années en sus, où les immeubles étaient restés entre leurs mains avant que le gouvernement en eût réclamé l'administration, comme étant les biens d'une personne ne se retrouvant point, ce qui constitue mort civile. La balance de celui-ci
vu l'accroissement de la plantation, montait en crusade à la valeur de 3241 moïs d'or. 3. Il y avait le compte du prieur des Augustins, qui, ayant perçu mes revenus pendant plus de 14 ans, et ne devant pas me rembourser ce dont il avait disposé en faveur de l'hôpital, déclarait très honnêtement qu'il avait encore entre les mains 872 moïs d'or et reconnaissait me les devoir. Quant à la part du roi, je n'en tirais rien. Il y avait aussi une lettre de mon associé, me félicitant très affectueusement de ce que j'étais encore de ce monde, et me donnant des détails sur l'amélioration de ma plantation, sur ce qu'elle produisait par an, sur la quantité d'acres qu'elle contenait, sur sa culture et sur le nombre d'esclaves qu'il exploitait. Puis, faisant 22 croix en signe de bénédiction, il m'assurait qu'il avait dit autant d'Ave Maria pour remercier la très sainte Vierge de ce que je jouissais encore de la vie, et m'engageait fortement à venir moi-même prendre possession de ma propriété, ou à lui faire savoir en quelles mains il devait remettre mes biens si je ne venais pas moi-même. Il finissait par de tendres et cordiales protestations de son amitié et de celle de sa famille, et m'adressait en présent 7 belles peaux de léopard, qu'il avait sans doute reçues d'Afrique par quelque autre navire qu'il y avait envoyé, et qui apparemment avait fait un plus heureux voyage que moi. Il m'adressait aussi 5 caisses d'excellentes confitures et une centaine de pièces d'or non monnayées, pas tout à fait si grandes que des moïs d'or. Par la même flotte, mes curateurs m'expédièrent 1200 caisses de sucre, 800 rouleaux de tabac et le solde de leur compte en or. Je pouvais bien dire alors avec vérité que la fin de Job était meilleure que le commencement. Il serait impossible d'exprimer les agitations de mon cœur à la lecture de ces lettres, et surtout quand je me vis entouré de tous mes biens, car les navires du Brésil venant toujours en flotte, les mêmes vaisseaux qui avaient apporté mes lettres avaient aussi apporté mes richesses, et mes marchandises étaient en sûreté sur les bords du Tage, avant que j'eusse la missive entre les mains. Bref, je devins pâle, le cœur me tourna, et si le bon vieillard n'était accouru et ne m'avait apporté un cordial, je crois que ma joie soudaine aurait excédé ma nature, et que je serais mort sur la place. Malgré cela, je continuai à aller fort mal pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'on eût appelé un médecin, qui, apprenant la cause réelle de mon indisposition, ordonna de me faire saigner, après quoi je me sentis mieux, et je me remis. Mais je crois véritablement que si je n'avais été soulagé par l'épanchement que de cette manière on donna pour ainsi dire à mes esprits, j'aurais succombé. J'étais alors tout d'un coup maître de plus de 5000 livres sterling en espèces, et au Brésil d'un domaine, je peux bien l'appeler ainsi, d'environ 1000 livres sterling de revenus annuels, et aussi sûr que peut l'être une propriété en Angleterre. En un mot, j'étais dans une situation que je pouvais à peine concevoir, et je ne savais quelle disposition prendre pour en jouir. Avant toute chose, ce que je fis, ce fut de récompenser mon premier bienfaiteur, mon bon vieux capitaine, qui tout d'abord avait eu pour moi de la charité dans ma détresse, de la bonté au commencement de notre liaison, et de la probité sur la fin. Je lui montrai ce qu'on m'envoyait, et lui dis qu'après la providence céleste, qui dispose de toutes choses, c'était à lui que j'en étais redevable, et qu'il me restait à le récompenser, ce que je ferais au centuple. Je lui rendis donc premièrement les 100 moïs d'or que j'avais reçus de lui. Puis j'envoyai chercher un notaire, et je le priai de dresser en bonne et due forme une quittance générale, ou décharge des 470 moïs d'or qu'il avait reconnu me devoir. Ensuite, je lui demandai de me rédiger une procuration, l'investissant receveur des revenus annuels de ma plantation, et prescrivant à mon associé de compter avec lui et de lui faire en mon nom
ses remises par les flottes ordinaires. Une clause finale lui assurait un don annuel de 100 moïts d'or sa vie durant, et à son fils, après sa mort, une rente viagère de 50 moïts d'or. C'est ainsi que je m'acquittai envers mon bon vieillard. Je me pris alors à considérer de quel côté je gouvernerais ma course, et ce que je ferais du domaine que la Providence avait ainsi replacé entre mes mains. En vérité, j'avais plus de soucis en tête que je n'en avais eu pendant ma vie silencieuse dans l'île, où je n'avais besoin que de ce que j'avais, où je n'avais que ce dont j'avais besoin. Tandis qu'à cette heure, j'étais sous le poids d'un grand fardeau que je ne savais comment mettre à couvert. Je n'avais plus de caverne pour y cacher mon trésor, ni de lieu où il pût loger sans serrure et sans clé, et se ternir et se moisir avant que personne mît la main dessus. Bien au contraire, je ne savais où l'héberger, ni à qui le confier. Mon vieux patron, le capitaine, était, il est vrai, un homme intègre. Ce fut lui mon seul refuge. Secondement, mon intérêt semblait m'appeler au Brésil. Mais je ne pouvais songer à y aller avant d'avoir arrangé mes affaires et laissé derrière moi ma fortune en main sûre. Je pensais d'abord à ma vieille amie la veuve, que je savais honnête et ne pouvoir qu'être loyale envers moi. Mais alors elle était âgée, pauvre, et selon toute apparence peut-être endettée. Bref, je n'avais ainsi d'autre parti à prendre que de m'en retourner en Angleterre et d'emporter mes richesses avec moi. Quelques mois pourtant s'écoulèrent avant que je me déterminasse à cela. Et c'est pourquoi, lorsque je me fus parfaitement acquitté envers mon vieux capitaine, mon premier bienfaiteur, je pensai aussi à ma pauvre veuve, dont le mari avait été mon plus ancien patron, et elle-même, tant qu'elle l'avait pu, ma fidèle intendante et ma directrice. Mon premier soin fut de charger un marchand de Lisbonne d'écrire à son correspondant à Londres, non pas seulement de lui payer un billet, mais d'aller la trouver et de lui remettre de ma part 100 livres sterling en espèces, de jaser avec elle, de la consoler de sa pauvreté, en lui donnant l'assurance que si Dieu me prêtait vie, elle aurait de nouveaux secours. En même temps, j'envoyai dans leur province 100 livres sterling à chacune de mes sœurs, qui, bien qu'elles ne fussent pas dans le besoin, ne se trouvaient pas dans de très heureuses circonstances, l'une étant veuve et l'autre ayant un mari qui n'était pas aussi bon pour elles qu'il l'aurait dû. Mais parmi tous mes parents ou connaissances, je ne pouvais faire choix de personne à qui j'osasse confier le gros de mon capital, afin que je pusse aller au Brésil et le laisser en sûreté derrière moi. Cela me jeta dans une grande perplexité. J'eus un moment l'envie d'aller au Brésil et de m'y établir, car j'étais pour ainsi dire naturalisé dans cette contrée. Mais il s'éveilla en mon esprit quelques petits scrupules religieux qui insensiblement me détachèrent de ce dessein, dont il sera reparlé tout à l'heure. Toutefois, ce n'était pas la dévotion qui pour lors me retenait. Comme je ne m'étais fait aucun scrupule de professer publiquement la religion du pays tout le temps que j'y avais séjourné, pourquoi ne l'eussé-je pas fait encore? Néanmoins, ces derniers temps, comme je pensais par moments aller vivre et mourir là-bas, je réfléchis plus profondément à cette question. Je commençai à regretter d'avoir passé pour papiste et à penser que ce pouvait ne pas être la meilleure religion dans laquelle mourir. Mais, comme je l'ai dit, ce n'était point là la principale cause qui s'opposât à mon départ pour le Brésil. C'était réellement parce que je ne savais à qui laisser mon avoir. Je me déterminai donc enfin à me rendre avec ma fortune en Angleterre, où, si j'y parvenais, je me promettais de faire quelques connaissances ou de trouver quelques parents qui ne seraient point infidèles envers moi. En conséquence, je me préparai à partir pour l'Angleterre avec toutes mes richesses. À dessein de tout disposer pour mon retour dans ma patrie,
la flotte du Brésil étant sur le point de faire voile, je résolus d'abord de répondre convenablement aux comptes justes et fidèles que j'avais reçus. J'écrivis premièrement au prieur de Saint-Augustin une lettre de remerciement pour ses procédés sincères, et je le priai de vouloir bien accepter les 872 moïs d'or dont il n'avait point disposé, d'en affecter 500 au monastère et 372 aux pauvres, comme bon lui semblerait. Enfin, je me recommandai aux prières du révérend père et autres choses semblables. J'écrivis ensuite une lettre d'action de grâce à mes 2 curateurs, avec toute la reconnaissance que tant de droiture et de probité requéraient. Quant à leur adresser un présent, ils étaient pour cela trop au-dessus de toute nécessité. Finalement, j'écrivis à mon associé, pour le féliciter de son industrie dans l'amélioration de la plantation et de son intégrité dans l'accroissement de la somme des productions. Je lui donnai mes instructions sur le gouvernement futur de ma part, conformément au pouvoir que j'avais laissé à mon vieux patron, à qui je le priai d'envoyer ce qui me reviendrait, jusqu'à ce qu'il eût plus particulièrement de mes nouvelles, l'assurant que mon intention était non seulement d'aller le visiter, mais encore de m'établir au Brésil pour le reste de ma vie. À cela, j'ajoutai pour sa femme et ses filles, le fils du capitaine m'en avait parlé, le fort galant cadeau de quelques soieries d'Italie, de 2 pièces de drap fin anglais, le meilleur que je pus trouver dans Lisbonne, de 5 pièces de frise noire et de quelques dentelles de Flandre de grand prix. Ayant ainsi mis ordre à mes affaires, vendu ma cargaison et converti tout mon avoir en bonnes lettres de change, mon nouvel embarras fut le choix de la route à prendre pour passer en Angleterre. J'étais assez accoutumé à la mer, et pourtant je me sentais alors une étrange aversion pour ce trajet. Et quoique je n'en eusse pu donner la raison, cette répugnance s'accrut tellement que je changeai d'avis, et fis rapporter mon bagage, embarqué pour le départ, non seulement une fois, mais 2 ou 3 fois. Il est vrai que mes malheurs sur mer pouvaient bien être une des raisons de ces appréhensions. Mais qu'en pareille circonstance nul homme ne méprise les fortes impulsions de ses pensées intimes. 2 des vaisseaux que j'avais choisis pour mon embarquement, j'entends plus particulièrement choisis qu'aucun autre, car dans l'un j'avais fait porter toutes mes valises, et quant à l'autre, j'avais fait marcher avec le capitaine. 2 de ces vaisseaux, dis-je, furent perdus. Le premier fut pris par les Algériens, le second fit naufrage vers le Start, près de Torbay, et, 3 hommes exceptés, tout l'équipage se noya. Ainsi, dans l'un ou l'autre de ces vaisseaux, j'eusse trouvé le malheur, et dans lequel le plus grand, il est difficile de le dire. Mon esprit étant ainsi harassé par ces perplexités, mon vieux pilote, à qui je ne célais rien, me pria instamment de ne point aller sur mer, mais de me rendre par terre jusqu'à la Corogne, de traverser le golfe de Gascogne pour atteindre La Rochelle, d'où il était aisé de voyager sûrement par terre jusqu'à Paris, et de là gagner Calais et Douvres, ou bien d'aller à Madrid et de traverser toute la France. Bref, j'avais une telle appréhension de la mer que, sauf de Calais à Douvres, je résolus de faire toute la route par terre. Comme je n'étais point pressé et que peu m'importait la dépense, c'était bien le plus agréable chemin. Pour qu'il le fût plus encore, mon vieux capitaine m'amena un Anglais, un gentleman, fils d'un négociant de Lisbonne, qui était désireux d'entreprendre ce voyage avec moi. Nous recueillîmes en outre 2 marchands anglais et 2 jeunes gentlemen portugais. Ces derniers n'allaient que jusqu'à Paris seulement. Nous étions en tout 6 maîtres et 5 serviteurs, les 2 marchands et les 2 portugais se contentant d'un valet pour 2, afin de sauver la dépense. Quant à moi, pour le voyage, je m'étais attaché un matelot anglais comme domestique, outre Vendredi, qui était trop étranger pour m'en tenir lieu durant la route.
nous partîmes ainsi de Lisbonne. Notre compagnie étant toute bien montée et bien armée, nous formions une petite troupe dont on me fit l'honneur de me nommer capitaine, parce que j'étais le plus âgé, que j'avais 2 serviteurs, et que de fait j'étais la cause première du voyage. Comme je ne vous ai point ennuyé de mes journaux de mer, je ne vous fatiguerai point de mes journaux de terre. Toutefois, durant ce long et difficile voyage, quelques aventures nous advinrent que je ne puis omettre. Quand nous arrivâmes à Madrid, étant tous étrangers à l'Espagne, la fantaisie nous vint de nous y arrêter quelque temps pour voir la cour et tout ce qui était digne d'observation. Mais, comme nous étions sur la fin de l'été, nous nous hâtâmes et quittâmes Madrid environ au milieu d'octobre. En atteignant les frontières de la Navarre, nous fûmes alarmés en apprenant dans quelques villes, le long du chemin, que tant de neige était tombée sur le côté français des montagnes que plusieurs voyageurs avaient été obligés de retourner à Pampelune, après avoir à grand risque tenté passage. Arrivés à Pampelune, nous trouvâmes qu'on avait dit vrai. Et pour moi qui avais toujours vécu sous un climat chaud, dans des contrées où je pouvais à peine endurer des vêtements, le froid fut insupportable. En vérité, il n'était pas moins surprenant que pénible d'avoir quitté 10 jours auparavant la vieille Castille, où le temps était non seulement chaud mais brûlant, et de sentir immédiatement le vent des Pyrénées si vif et si rude qu'il était insoutenable, et mettait nos doigts et nos orteils en danger d'être engourdis et gelés. Le pauvre Vendredi fut réellement effrayé quand il vit ces montagnes toutes couvertes de neige et qu'il sentit le froid de l'air, chose qu'il n'avait jamais ni vue ni ressentie de sa vie. Pour couper court, après que nous eûmes atteint Pampelune, il continua à neiger avec tant de violence et si longtemps qu'on disait que l'hiver était venu avant son temps. Les routes, qui étaient déjà difficiles, furent alors tout à fait impraticables. En un mot, la neige se trouvait en quelques endroits trop épaisse pour qu'on pût voyager. Et, n'étant point durcie par la gelée, comme dans les pays septentrionaux, on courait risque d'être enseveli vivant à chaque pas. Nous ne nous arrêtâmes pas moins de 20 jours à Pampelune. Mais voyant que l'hiver s'approchait sans apparence d'adoucissement, ce fut par toute l'Europe l'hiver le plus rigoureux qu'il y eût eu depuis nombre d'années. Je proposai d'aller à Fontarrabie et de là de nous embarquer pour Bordeaux, ce qui n'était qu'un très petit voyage. Tandis que nous étions à délibérer là-dessus, il arriva 4 gentlemen français qui, ayant été arrêtés sur le côté français des passages, comme nous sur le côté espagnol, avaient trouvé un guide, lequel, traversant le pays près de la pointe du Languedoc, leur avait fait passer les montagnes par de tels chemins que la neige les avait peu incommodés, et où, quand il y en avait en quantité, nous dirent-ils, elle était assez durcie par la gelée pour les porter, eux et leurs chevaux. Nous envoyâmes quérir ce guide. « J'entreprendrai de vous mener par le même chemin, sans danger quant à la neige, » nous dit-il, « pourvu que vous soyez assez bien armés pour vous défendre des bêtes sauvages, car durant ces grandes neiges, il n'est pas rare que des loups, devenus enragés par le manque de nourriture, se fassent voir au pied des montagnes. » Nous lui dîmes que nous étions suffisamment prémunis contre de pareilles créatures, s'il nous préservait d'une espèce de loup à 2 jambes que nous avions beaucoup à redouter, nous disait-on, particulièrement sur le côté français des montagnes. Il nous affirma qu'il n'y avait point de danger de cette sorte par la route que nous devions prendre. Nous consentîmes donc sur-le-champ à le suivre. Le même parti fut pris par 12 autres gentlemen avec leurs domestiques, quelques-uns français, quelques-uns espagnols, qui, comme je l'ai dit, avaient tenté le voyage et s'étaient vus forcés de revenir sur leurs pas. Conséquemment, nous partîmes de Pampelune avec notre guide le 15 novembre. Et je fus vraiment surpris, quand, au lieu de nous mener en avant, je le vis nous faire rebrousser de plus de 20 miles par la même route que nous avions suivie en venant de Madrid,
Ayant passé 2 rivières et gagné le plat pays, nous nous retrouvâmes dans un climat chaud où le pays était agréable et où l'on ne voyait aucune trace de neige. Mais tout à coup, tournant à gauche, il nous ramena vers les montagnes par un autre chemin. Les rochers et les précipices étaient vraiment effrayants à voir. Cependant, il fit tant de tours et de détours, et nous conduisit par des chemins si tortueux, qu'insensiblement nous passâmes le sommet des montagnes, sans être trop incommodés par la neige. Et soudain, il nous montra les agréables et fertiles provinces du Languedoc et de Gascogne, toutes vertes et fleurissantes, quoique de fait elles fussent à une grande distance, et que nous eussions encore bien du mauvais chemin. Quel ne fut point pourtant notre embarras, quand tout un jour et une nuit, nous vîmes neiger si fort que nous ne pouvions avancer. Mais notre guide nous dit de nous tranquilliser, que bientôt tout serait franchi. Nous nous aperçûmes en effet que nous descendions chaque jour et que nous nous avancions plus au nord qu'auparavant. Nous reposant donc sur notre guide, nous poursuivîmes. 2 heures environ avant la nuit, notre guide était devant nous à quelque distance et hors de notre vue, quand soudain 3 loups monstrueux, suivis d'un ours, s'élancèrent d'un chemin creux joignant un bois épais. 2 des loups se jetèrent sur le guide, et, s'il s'était trouvé seulement éloigné d'un demi-mille, il aurait été à coup sûr dévoré avant que nous eussions pu le secourir. L'un de ces animaux s'agrippa au cheval, et l'autre attaqua l'homme avec tant de violence qu'il n'eut pas le temps ou la présence d'esprit de s'armer de son pistolet. Mais il se prit à crier et à nous appeler de toute sa force. J'ordonnai à mon serviteur Vendredi, qui était près de moi, d'aller à toute bride voir ce qui se passait. Dès qu'il fut à portée de vue du guide, il se mit à crier aussi fort que lui « Ô maître! Ô maître !» Mais, comme un hardi compagnon, il galopa droit au pauvre homme et déchargea son pistolet dans la tête du loup qui l'attaquait. Par bonheur pour le pauvre guide, ce fut mon serviteur Vendredi qui vint à son aide, car celui-ci, dans son pays, ayant été familiarisé avec cette espèce d'animal, fondit sur lui sans peur et tira son coup à bout portant, au lieu que tout autre d'entre nous aurait tiré de plus loin et peut-être manqué le loup, ou couru le danger de frapper l'homme. Il y avait là de quoi épouvanter un plus vaillant que moi. Et de fait, toute la compagnie s'alarma, quand, avec la détonation du pistolet de Vendredi, nous entendîmes des 2 côtés les affreux hurlements des loups, et ces cris tellement redoublés par l'écho des montagnes qu'on eût dit qu'il y en avait une multitude prodigieuse. Et peut-être en effet leur nombre légitimait-il nos appréhensions. Quoi qu'il en fût, lorsque Vendredi eut tué ce loup, l'autre qui s'était cramponné au cheval l'abandonna sur-le-champ et s'enfuit. Fort heureusement, comme il l'avait attaqué à la tête, ses dents s'étaient fichées dans les bossettes de la bride, de sorte qu'il lui avait fait peu de mal. Mais l'homme était grièvement blessé. L'animal furieux lui avait fait 2 morsures, l'une au bras et l'autre un peu au-dessus du genou, et il était juste sur le point d'être renversé par son cheval effrayé quand Vendredi accourut et tua le loup. On imaginera facilement qu'au bruit du pistolet de Vendredi, nous forçâmes tous notre pas et galopâmes aussi vite que nous le permettait un chemin ardu, pour voir ce que cela voulait dire. Sitôt que nous eûmes passé les arbres qui nous offusquaient, nous vîmes clairement de quoi il s'agissait, et de quel mauvais pas Vendredi avait tiré le pauvre guide, quoique nous ne pussions distinguer d'abord l'espèce d'animal qui l'avait tué. Mais jamais combat ne fut présenté plus hardiment et plus étrangement que celui qui suivit entre Vendredi et l'ours, et qui, bien que nous eussions été premièrement surpris et effrayés, nous donna à tous le plus grand divertissement imaginable. L'ours est un gros et pesant animal. Il ne galope point comme le loup, alerte et léger. Mais il possède 2 qualités particulières, sur lesquelles généralement il base ses actions. Premièrement, il ne fait point sa proie de l'homme,
Non pas que je veuille dire que la faim extrême ne l'y puisse forcer, comme dans le cas présent, la terre étant couverte de neige. Et d'ordinaire, il ne l'attaque que lorsqu'il en est attaqué. Si vous le rencontrez dans les bois et que vous ne vous mêliez pas de ses affaires, il ne se mêlera pas des vôtres. Mais ayez soin d'être galant avec lui et de lui céder la route, car c'est un gentleman fort chatouilleux, qui ne voudrait point faire un pas hors de son chemin, fût-ce pour un roi. Si réellement vous en êtes effrayé, votre meilleur parti est de détourner les yeux et de poursuivre. Car par hasard, si vous vous arrêtez, vous demeurez coi et le regardez fixement. Il prendra cela pour un affront. Et si vous lui jetiez ou lui lanciez quelque chose qui l'atteignît, ne serait-ce qu'un bout de bâton gros comme votre doigt, il le considérerait comme un outrage et mettrait de côté toute autre affaire pour en tirer vengeance, car il veut avoir satisfaction sur le point d'honneur. C'est là sa première qualité. La seconde, c'est qu'une fois offensé, il ne vous laissera ni jour ni nuit jusqu'à ce qu'il ait sa revanche, et vous suivra avec sa bonne grosse dégaine jusqu'à ce qu'il vous ait atteint. Mon serviteur, vendredi, lorsque nous le joignîmes, avait délivré notre guide et l'aidait à descendre de son cheval, car le pauvre homme était blessé et effrayé plus encore, quand soudain nous aperçûmes l'ours sortir du bois. Il était monstrueux, et de beaucoup le plus gros que j'eusse jamais vu. À son aspect, nous fûmes tous un peu surpris, mais nous démêlâmes aisément du courage et de la joie dans la contenance de Vendredi. « Oh! Oh! Oh » s'écria-t-il 3 fois en le montrant du doigt. « Oh, maître! Vous me donnez congé, moi donner une poignée de main à lui, moi faire vous bon rire !» Je fus étonné de voir ce garçon si transporté. « Tu es fou, lui dis-je, il te dévorera. »« Dévorer moi, répéta Vendredi. Moi dévorer lui, moi faire vous bon rire. Vous tous, restez là, moi montrez-vous bon rire. » Aussitôt, il s'assied à terre. En un tour de main, ôte ses bottes, chausse une paire d'escarpins qu'il avait dans sa poche, donne son cheval à mon autre serviteur, et, armé de son fusil, se met à courir comme le vent. L'ours se promenait tout doucement, sans songer à troubler personne, jusqu'à ce que Vendredi, arrivé assez près, se mit à l'appeler, comme s'il pouvait le comprendre. « Écoute, écoute, moi parler avec toi. » Nous suivions à distance, car, ayant alors descendu le côté des montagnes qui regardent la Gascogne, nous étions entrés dans une immense forêt dont le sol plat était rempli de clairières parsemées d'arbres çà et là. Vendredi, qui était, comme l'on dit, sur les talons de l'ours, le joignit promptement, ramassa une grosse pierre, la lui jeta et l'atteignit à la tête. Mais il ne lui fit pas plus de mal que s'il l'avait lancée contre un mur. Elle répondait cependant à ses fins, car le drôle était si exempt de peur qu'il ne faisait cela que pour obliger l'ours à le poursuivre, et nous montrer bon rire, comme il disait. Sitôt que l'ours sentit la pierre et aperçut Vendredi, il se retourna et s'avança vers lui en faisant de longues et diaboliques enjambées, marchant tout de guingois et d'une si étrange allure qu'il aurait fait prendre à un cheval le petit galop. Vendredi s'enfuit et porta sa course de notre côté, comme pour demander du secours. Nous résolûmes donc de faire feu tous ensemble sur l'ours, afin de délivrer mon serviteur. J'étais cependant fâché de tout cœur contre lui pour avoir ainsi attiré la bête sur nous lorsqu'elle allait à ses affaires par un autre chemin. J'étais surtout en colère de ce qu'il l'avait détournée et puis avait pris la fuite. Je l'appelai. « Chien, lui dis-je, est-ce là nous faire rire ? Arrive ici et reprends ton bidet, afin que nous puissions faire feu sur l'animal. » Il m'entendit et cria « Pas tirer, restez tranquille, vous avoir beau courir. »
Comme l'agile garçon faisait 2 enjambées et la bête une, il tourna tout à coup de côté, et, apercevant un grand chêne propre pour son dessein, il nous fit signe de le suivre. Puis, redoublant de prestesse, il monta lestement sur l'arbre, ayant laissé son fusil sur la terre, à environ 5 ou 6 verges plus loin. L'ours arriva bientôt vers l'arbre. Nous le suivions à distance. Son premier soin fut de s'arrêter au fusil et de le flairer. Puis, le laissant là, il s'agrippa à l'arbre et grimpa comme un chat, malgré sa monstrueuse pesanteur. J'étais étonné de la folie de mon serviteur, car j'envisageais cela comme tel, et sur ma vie je ne trouvais là-dedans rien encore de risible, jusqu'à ce que, voyant l'ours monter à l'arbre, nous nous rapprochâmes de lui. Quand nous arrivâmes, Vendredi avait déjà gagné l'extrémité d'une grosse branche, et l'ours avait fait la moitié du chemin pour l'atteindre. Aussitôt que l'animal parvint à l'endroit où la branche était plus faible, « Ah !» nous cria Vendredi, « maintenant vous voir, moi, apprendre l'ours à danser !» Et il se mit à sauter et à secouer la branche. L'ours, commençant alors à chanceler, s'arrêta court et se prit à regarder derrière lui pour voir comment il s'en retournerait, ce qui effectivement nous fit rire de tout cœur. Mais il s'en fallait de beaucoup que Vendredi eût fini avec lui. Quand il le vit se tenir coi, il l'appela de nouveau, comme s'il eût supposé que l'ours parlait anglais. « Comment ? Toi pas venir plus loin ? Moi prie-toi venir plus loin. » Il cessa donc de sauter et de remuer la branche, et l'ours, juste comme s'il comprenait ses paroles, s'avança un peu. Alors Vendredi se reprit à sauter, et l'ours s'arrêta encore. Nous pensâmes alors que c'était un bon moment pour le frapper à la tête, et je criai à Vendredi de rester tranquille, que nous voulions tirer sur l'ours. Mais il répliqua vivement « Oh, prie, pas tirer, moi tirer, prêt, et alors ?» Il voulait dire tout à l'heure. Cependant, pour abréger l'histoire, Vendredi dansait tellement et l'ours se posait d'une façon si grotesque que vraiment nous nous pâmions de rire. Mais nous ne pouvions encore concevoir ce que le camarade voulait faire. D'abord nous avions pensé qu'il comptait renverser l'ours, mais nous vîmes que la bête était trop rusée pour cela. Elle ne voulait pas avancer de peur d'être jetée à bas, et s'accrochait si bien avec ses grandes griffes et ses grosses pattes que nous ne pouvions imaginer quelle serait l'issue de ceci et où s'arrêterait la bouffonnerie. Mais Vendredi nous tira bientôt d'incertitude. Voyant que l'ours se cramponnait à la branche et ne voulait point se laisser persuader d'approcher davantage, « Bien, bien, dit-il, toi pas venir plus loin, moi aller, toi pas venir à moi aller à toi. » Sur ce, il se retire jusqu'au bout de la branche, et la faisant fléchir sous son poids, il s'y suspend et la courbe doucement jusqu'à ce qu'il soit assez près de terre pour tomber sur ses pieds. Puis il court à son fusil, le ramasse et se plante là. « Eh bien, lui dis-je, Vendredi, que voulez-vous faire maintenant? Pourquoi ne tirez-vous pas ?»« Pas tirer, répliqua-t-il, pas encore. Moi tirer maintenant. Moi non tuer, moi rester, moi donnez-vous encore un rire. » Ce qu'il fit en effet, comme on le verra tout à l'heure. Quand l'ours vit son ennemi délogé, il déserta de la branche où il se tenait, mais excessivement lentement, regardant derrière lui à chaque pas, et marchant à reculons jusqu'à ce qu'il eût gagné le corps de l'arbre. Alors, toujours l'arrière-train en avant, il descendit, s'agrippant au tronc avec ses griffes et ne remuant qu'une patte à la fois, très posément. Juste à l'instant où il allait appuyer sa patte de derrière sur le sol, Vendredi s'avança sur lui, et, lui appliquant le canon de son fusil dans l'oreille, il le fit tomber roide mort comme une pierre. Alors le maraud se retourna pour voir si nous n'étions pas à rire, et quand il lut sur nos visages que nous étions fort satisfaits,
il se mit lui-même à s'esclaffer et nous dit « Ainsi nous tue ours dans ma contrée !»« Vous les tuez ainsi ?» repris-je. « Comment, vous n'avez pas de fusil ?»« Non, dit-il, pas fusil, mais tirer grands coups, longues flèches. » Ceci fut vraiment un bon divertissement pour nous. Mais nous nous trouvions encore dans un lieu sauvage. Notre guide était grièvement blessé, et nous savions à peine que faire. Les hurlements des loups retentissaient toujours dans ma tête, et dans le fait, excepté le bruit que j'avais jadis entendu sur le rivage d'Afrique, et dont j'ai dit quelque chose déjà, je n'ai jamais rien ouï qui m'ait rempli d'une si grande horreur. Ces raisons, et l'approche de la nuit, nous faisaient une loi de partir. Autrement, comme l'eût souhaité vendredi, nous aurions certainement dépouillé cette bête monstrueuse de sa robe, qui valait bien la peine d'être conservée. Mais nous avions 3 lieues à faire, et notre guide nous pressait. Nous abandonnâmes donc ce butin et poursuivîmes notre voyage. La terre était toujours couverte de neige, bien que moins épaisse et moins dangereuse que sur les montagnes. Des bêtes dévorantes, comme nous l'apprîmes plus tard, étaient descendues dans la forêt et dans le pays plat, pressées par la faim pour chercher leur pâture, et avaient fait de grands ravages dans les hameaux, où elles avaient surpris les habitants, tué un grand nombre de leurs moutons et de leurs chevaux, et même quelques personnes. Nous avions à passer un lieu dangereux dont nous parlait notre guide. S'il y avait encore des loups dans le pays, nous devions à coup sûr les rencontrer là. C'était une petite plaine, environnée de bois de tous les côtés, et un long et étroit défilé où il fallait nous engager pour traverser le bois et gagner le village, notre gîte. Une demi-heure avant le coucher du soleil, nous entrâmes dans le premier bois, et à soleil couché, nous arrivâmes dans la plaine. Nous ne rencontrâmes rien dans ce premier bois, si ce n'est que dans une petite clairière qui n'avait pas plus d'un quart de mille, nous vîmes 5 grands loups traverser la route en toute hâte, l'un après l'autre, comme s'ils étaient en chasse de quelque proie qu'ils avaient en vue. Ils ne firent pas attention à nous et disparurent en peu d'instants. Là-dessus, notre guide, qui, soit dit en passant, était un misérable poltron, nous recommanda de nous mettre en défense. Il croyait que beaucoup d'autres allaient venir. Nous tînmes nos armes prêtes et l'œil au guet. Mais nous ne vîmes plus de loups jusqu'à ce que nous eûmes pénétré dans la plaine, après avoir traversé ce bois qui avait près d'une demi-lieue. Aussitôt que nous y fûmes arrivés, nous eûmes assez d'occasion de regarder autour de nous. Le premier objet qui nous frappa, ce fut un cheval mort, c'est-à-dire un pauvre cheval que les loups avaient tué. Au moins une 12aine d'entre eux étaient à la besogne. On ne peut pas dire en train de le manger, mais plutôt de ronger les os, car ils avaient dévoré toute la chair auparavant. Nous ne jugeâmes point à propos de troubler leur festin, et ils ne prirent pas garde à nous. Vendredi aurait bien voulu tirer sur eux, mais je m'y opposai formellement, prévoyant que nous aurions sur les bras plus d'affaires semblables que nous ne nous y attendions. Nous n'avions pas encore traversé la moitié de la plaine, quand, dans les bois, à notre gauche, nous commençâmes à entendre les loups hurler d'une manière effroyable. Et aussitôt après, nous en vîmes environ une centaine venir droit à nous, tous en corps, et la plupart d'entre eux en ligne, aussi régulièrement qu'une armée rangée par des officiers expérimentés. Je savais à peine que faire pour les recevoir. Il me sembla toutefois que le seul moyen était de nous serrer tous de front, ce que nous exécutâmes sur-le-champ. Mais, pour qu'entre les décharges nous n'eussions point trop d'intervalle, je résolus que seulement de 2 hommes l'un ferait feu, et que les autres, qui n'auraient pas tiré, se tiendraient prêts à leur faire essuyer immédiatement une seconde fusillade s'ils continuaient d'avancer sur nous, puis que ceux qui auraient lâché leur coup d'abord ne s'amuseraient pas à charger leurs fusils, mais s'armeraient chacun d'un pistolet, car nous étions tous munis d'un fusil et d'une paire de pistolets. Ainsi, nous pouvions par cette tactique faire 6 salves,
la moitié de nous tirant à la fois. Néanmoins, pour le moment, il n'y eut pas nécessité. À la première décharge, les ennemis firent halte, épouvantés, stupéfiés du bruit autant que du feu. 4 d'entre eux, frappés à la tête, tombèrent morts. Plusieurs autres furent blessés et se retirèrent tout sanglants, comme nous pûmes le voir par la neige. Ils s'étaient arrêtés, mais ils ne battaient point en retraite. Me ressouvenant alors d'avoir entendu dire que les plus farouches animaux étaient jetés dans l'épouvante à la voix de l'homme, j'enjoignis à tous nos compagnons de crier aussi haut qu'ils le pourraient, et je vis que le dicton n'était pas absolument faux. Car à ce cri, les loups commencèrent à reculer et à faire volte-face. Sur le coup, j'ordonnai de saluer leur arrière-garde d'une seconde décharge, qui leur fit prendre le galop, et ils s'enfuirent dans les bois. Ceci nous donna le loisir de recharger nos armes, et pour ne pas perdre de temps, nous le fîmes en marchant. Mais à peine eûmes-nous bourré nos fusils et repris la défensive, que nous entendîmes un bruit terrible dans le même bois, à notre gauche. Seulement c'était plus loin, en avant, sur la route que nous devions suivre. La nuit approchait et commençait à se faire noir, ce qui empirait notre situation. Et, comme le bruit croissait, nous pouvions aisément reconnaître les cris et les hurlements de ces bêtes infernales. Soudain, nous aperçûmes 2 ou 3 troupes de loups, l'une sur notre gauche, une derrière nous, et une autre à notre front, de sorte que nous en semblions environnés. Néanmoins, comme elles ne nous assaillaient point, nous poussâmes en avant aussi vite que pouvaient aller nos chevaux, ce qui, à cause de l'âpreté du chemin, n'était tout bonnement qu'un grand trot. De cette manière, nous vînmes au-delà de la plaine, en vue de l'entrée du bois à travers lequel nous devions passer. Mais notre surprise fut grande, quand, arrivés au défilé, nous aperçûmes juste à l'entrée un nombre énorme de loups à l'affût. Tout à coup, vers une autre percée du bois, nous entendîmes la détonation d'un fusil, et comme nous regardions de ce côté, sortit un cheval, sellé et bridé, fuyant comme le vent, et ayant à ses trousses 16 ou 17 loups haletants. En vérité, il les avait sur ses talons. Comme nous ne pouvions supposer qu'il tiendrait à cette vitesse, nous ne mîmes pas en doute qu'il finirait par le joindre. Infailliblement, il en a dû être ainsi. Un spectacle plus horrible encore vint alors frapper nos regards. Ayant gagné la percée d'où le cheval était sorti, nous trouvâmes les cadavres d'un autre cheval et de 2 hommes dévorés par ces bêtes cruelles. L'un de ces hommes était sans doute le même que nous avions entendu tirer une arme à feu, car il avait près de lui un fusil déchargé. Sa tête et la partie supérieure de son corps étaient rongées. Cette vue nous remplit d'horreur, et nous ne savions où porter nos pas. Mais ces animaux, alléchés par la proie, tranchèrent bientôt la question en se rassemblant autour de nous. Sur l'honneur, il y en avait bien 300. Ils se trouvaient, fort heureusement pour nous, à l'entrée du bois, mais à une petite distance. Quelques gros arbres, propres à la charpente, abattus l'été d'auparavant, et qui, je le suppose, gisaient là en attendant qu'on les charriât. Je menai ma petite troupe au milieu de ces arbres. Nous nous rangeâmes en ligne derrière le plus long. J'engageai tout le monde à mettre pied à terre, et gardant ce tronc devant nous comme un parapet, à former un triangle ou 3 fronts, renfermant nos chevaux dans le centre. Nous fîmes ainsi, et nous fîmes bien, car jamais il ne fut plus furieuse charge que celle qu'exécutèrent sur nous ces animaux quand nous fûmes en ce lieu. Ils se précipitèrent en grondant, montèrent sur la pièce de charpente qui nous servait de parapet, comme s'ils se jetaient sur leur proie. Cette fureur, à ce qu'il paraît, était surtout excitée par la vue des chevaux placés derrière nous. C'était là la proie qu'ils convoitaient. J'ordonnai à nos hommes de faire feu comme auparavant, de 2 hommes l'un, et ils ajustèrent si bien qu'ils tuèrent plusieurs loups à la première décharge.
Mais il fut nécessaire de faire un feu roulant, car ils avançaient sur nous comme des diables, ceux de derrière poussant ceux de devant. Après notre seconde fusillade, nous pensâmes qu'ils s'arrêteraient un peu, et j'espérais qu'ils allaient battre en retraite. Mais ce ne fut qu'une lueur, car d'autres s'élancèrent de nouveau. Nous fîmes donc nos salves de pistolets. Je crois que dans ces 4 décharges, nous en tuâmes bien 17 ou 18, et que nous en estropiâmes le double. Néanmoins, ils ne désemparaient pas. Je ne me souciais pas de tirer notre dernier coup trop à la hâte. J'appelai donc mon domestique, non pas mon serviteur vendredi, il était mieux employé. Durant l'engagement, il avait, avec la plus grande dextérité imaginable, chargé mon fusil et le sien. Mais, comme je disais, j'appelai mon autre homme. Et, lui donnant une corne à poudre, je lui ordonnai de faire une grande traînée le long de la pièce de charpente. Il obéit, et n'avait eu que le temps de s'en aller, quand les loups y revinrent. Et quelques-uns étaient montés dessus, lorsque moi, lâchant près de la poudre le chien d'un pistolet déchargé, j'y mis le feu. Ceux qui se trouvaient sur la charpente furent grillés, et 6 ou 7 d'entre eux tombèrent, ou plutôt sautèrent parmi nous, soit par la force ou la peur du feu. Nous les dépêchâmes en un clin d'œil, et les autres furent si effrayés de cette explosion que la nuit, fort près alors d'être close, rendit encore plus terrible qu'ils se reculèrent un peu. Là-dessus, je commandai de faire une décharge générale de nos derniers pistolets, après quoi nous jetâmes un cri. Les loups alors nous montrèrent les talons, et aussitôt nous fîmes une sortie sur une vingtaine d'estropiés que nous trouvâmes se débattant par terre, et que nous taillâmes à coups de sabre, ce qui répondit à notre attente. Car les cris et les hurlements qu'ils poussèrent furent entendus par leurs camarades, si bien qu'ils prirent congé de nous et s'enfuirent. Nous en avions en tout expédié une 60aine, et si c'eût été en plein jour, nous en aurions tué bien davantage. Le champ de bataille étant ainsi balayé, nous nous remîmes en route, car nous avions encore près d'une lieue à faire. Plusieurs fois, chemin faisant, nous entendîmes ces bêtes dévorantes hurler et crier dans les bois, et plusieurs fois nous imaginâmes en voir quelques-unes. Mais nos yeux étant éblouis par la neige, nous n'en étions pas certains. 1 heure après, nous arrivâmes à l'endroit où nous devions loger. Nous y trouvâmes la population glacée d'effroi et sous les armes, car la nuit d'auparavant, les loups et quelques ours s'étaient jetés dans le village et y avaient porté l'épouvante. Les habitants étaient forcés de faire le guet, nuit et jour, mais surtout la nuit, pour défendre leur bétail et se défendre eux-mêmes. Le lendemain, notre guide était si mal, et ses membres si enflés du fait de ses blessures, qu'il ne put aller plus loin. Là, nous fûmes donc obligés d'en prendre un nouveau pour nous conduire à Toulouse, où nous ne trouvâmes ni neige, ni loups, ni rien de semblable, mais un climat chaud et un pays agréable et fertile. Lorsque nous racontâmes notre aventure à Toulouse, on nous dit que rien n'était plus ordinaire dans ces grandes forêts au pied des montagnes, surtout quand la terre était couverte de neige. On nous demanda beaucoup quelle espèce de guide nous avions trouvé pour oser nous mener par cette route dans une saison si rigoureuse, et on nous dit qu'il était fort heureux que nous n'eussions pas été tous dévorés. Au récit que nous fîmes, dont la manière dont nous nous étions placés, avec les chevaux au milieu de nous, on nous blâma excessivement, et on nous affirma qu'il y aurait eu 50 à gagner contre 1 que nous eussions dû périr. Car c'était la vue des chevaux qui avait rendu les loups si furieux. Ils les considéraient comme leur proie. Qu'en toute occasion, ils auraient été assurément effrayés de nos fusils, mais qu'en rageant de faim, leur violente envie d'arriver jusqu'aux chevaux les avait rendus insensibles au danger. Et si, par un feu roulant et à la fin par le stratagème de la traînée de poudre, nous n'en étions venus à bout, qu'il y avait gros à parier que nous aurions été mis en pièces. Tandis que si nous fussions demeurés tranquillement à cheval et eussions fait feu en cavalier, ils n'auraient pas autant regardé les chevaux comme leur proie, voyant des hommes sur leur dos. Enfin, on ajoutait que si nous avions mis pied à terre et avions abandonné nos chevaux,
il se serait jeté dessus avec tant d'acharnement que nous aurions pu nous éloigner sains et saufs, surtout ayant en main des armes à feu et nous trouvant en si grand nombre. Pour ma part, je n'eus jamais de ma vie un sentiment plus profond du danger. Car lorsque je vis plus de 300 de ces bêtes infernales, poussant des rugissements et la gueule béante, s'avancer pour nous dévorer, sans que nous eussions rien pour nous réfugier ou nous donner retraite, j'avais cru que c'en était fait de moi. N'importe. Je ne pense pas que je me soucie jamais de traverser les montagnes. J'aimerais mieux faire 1000 lieues en mer, fussé-je sûr d'essuyer une tempête par semaine. Rien qui mérite mention ne signala mon passage à travers l'Enfrance. Rien du moins dont d'autres voyageurs n'aient donné le récit infiniment mieux que je ne le saurais. Je me rendis de Toulouse à Paris. Puis, sans faire nulle part un long séjour, je gagnai Calais et débarquai en bonne santé à Douvres le 14 janvier, après avoir eu une âpre et froide saison pour voyager. J'étais parvenu alors au terme de mon voyage, et en peu de temps j'eus autour de moi toutes mes richesses nouvellement recouvrées, les lettres de chance dont j'étais porteur ayant été payées couramment. Mon principal guide et conseiller privé, ce fut ma bonne vieille veuve, qui, en reconnaissance de l'argent que je lui avais envoyé, ne trouvait ni peine trop grande, ni soin trop onéreux quand il s'agissait de moi. Je mis pour toute chose ma confiance en elle si complètement que je fus parfaitement tranquille quant à la sûreté de mon avoir. Et par le fait, depuis le commencement jusqu'à la fin, je n'eus qu'à me féliciter de l'inviolable intégrité de cette bonne dame. J'eus alors la pensée de laisser mon avoir à cette femme et de passer à Lisbonne, puis de là au Brésil. Mais de nouveaux scrupules religieux vinrent m'en détourner. J'avais éprouvé quelques doutes au sujet de la religion romaine quand j'étais au loin, et surtout dans mon état de solitude. Or, je savais que je ne pourrais me rendre au Brésil, et encore bien moins m'y établir, sans me résoudre à embrasser sans réserve la religion catholique romaine, à moins évidemment d'être décidé à me sacrifier à mes principes, à devenir un martyr de la religion et à mourir entre les mains de l'Inquisition. Je pris donc le parti de demeurer dans ma patrie, et, si j'en pouvais trouver le moyen, de me défaire de ma plantation. Dans ce dessein, j'écrivis à mon vieil ami de Lisbonne. Il me répondit qu'il trouverait aisément à vendre ma plantation dans le pays, mais que, si je consentais à ce qu'au Brésil il l'offrit en mon nom aux deux marchands, les survivants de mes curateurs, que je savais fort riches, et qui, se trouvant sur les lieux, en connaissaient parfaitement la valeur, il était sûr qu'ils seraient enchantés d'en faire l'acquisition, et ne mettait pas en doute que je ne pusse en tirer au moins 4 ou 5 000 pièces de 8. J'y consentis donc, et lui donnai pour cette offre mes instructions, qu'il suivit. Au bout de 8 mois, le bâtiment étant de retour, il me fit savoir que la proposition avait été acceptée, et qu'ils avaient adressé 33 000 pièces de 8 à l'un de leurs correspondants à Lisbonne pour effectuer le paiement. De mon côté, je signai l'acte de vente en forme qu'on m'avait expédié de Lisbonne, et je le fis passer à mon vieil ami, qui m'envoya des lettres de change pour 32 800 pièces de 8, prix de ma propriété, se réservant le paiement annuel de 100 moïts d'or pour lui, et plus tard pour son fils celui viager de 50 moïts d'or, que je leur avais promis, et dont la plantation répondait comme d'une rente inféodée. Voici que j'ai donné la première partie de ma vie de fortune et d'aventure, vie qu'on pourrait appeler un damier de la Providence, vie d'une bigarrure telle que le monde en pourra rarement offrir de semblable. Elle commença follement, mais elle finit plus heureusement qu'aucune de ces circonstances ne m'avait donné lieu de l'espérer. On pensera que dans cet état complet de bonheur, je renonçai à courir de nouveaux hasards, et il en eût été ainsi par le fait
si mes alentours m'y eussent aidé. Mais j'étais accoutumée à une vie vagabonde. Je n'avais point de famille, point de parents, et quoique je fusse riche, je n'avais pas fait beaucoup de connaissances. Je m'étais défait de ma plantation au Brésil. Cependant, ce pays ne pouvait me sortir de la tête, et j'avais une grande envie de reprendre mon envol. Je ne pouvais surtout résister au violent désir que j'avais de revoir mon île, de savoir si les pauvres Espagnols l'habitaient, et comment les scélérats que j'y avais laissés en avaient usé avec eux. Ma fidèle amie la veuve me déconseilla de cela, et m'influença si bien que pendant environ 7 ans elle prévint mes courses lointaines. Durant ce temps, je pris sous ma tutelle mes 2 neveux, fils d'un de mes frères. L'aîné ayant quelques biens, je l'élevai comme un gentleman, et pour ajouter à son aisance, je lui constituai un legs après ma mort. Le cadet, je le confiai à un capitaine de navire. Au bout de 5 ans, trouvant en lui un garçon judicieux, brave et entreprenant, je lui confiai un bon vaisseau et je l'envoyai en mer. Ce jeune homme m'entraîna moi-même plus tard, tout vieux que j'étais, dans de nouvelles aventures. Cependant, je m'établis ici en partie, car premièrement, je me mariai, et cela non à mon désavantage ou à mon déplaisir. J'eus 3 enfants, 2 fils et une fille. Mais ma femme étant morte, et mon neveu revenant à la maison après un fort heureux voyage en Espagne, mes inclinations à courir le monde et ses importunités prévalurent, et m'engagèrent à m'embarquer dans son navire comme négociant à mon propre compte pour les Indes orientales. Ce fut en l'année 1694. Dans ce voyage, je visitai ma nouvelle colonie dans l'île. Je vis mes successeurs, les Espagnols. J'appris toute l'histoire de leur vie et celle des vauriens que j'y avais laissés. Comment d'abord ils insultèrent les pauvres Espagnols, comment plus tard ils s'accordèrent, se brouillèrent, s'unirent et se séparèrent, et comment à la fin les Espagnols furent obligés d'user de violence, comment ils furent soumis par les Espagnols, combien les Espagnols en usèrent honnêtement avec eux. C'est une histoire, si elle était écrite, aussi pleine de variétés et d'événements merveilleux que la mienne, surtout aussi quant à leur bataille avec les Caraïbes qui débarquèrent dans l'île, et quant aux améliorations qu'ils apportèrent à l'île elle-même. Enfin, j'appris encore comment 3 d'entre eux firent une tentative sur la terre ferme et ramenèrent 5 femmes et 11 hommes prisonniers, ce qui fit qu'à mon arrivée, je trouvai une vingtaine d'enfants dans l'île. J'y séjournai 20 jours environ, et j'y laissai de bonnes provisions de toutes choses nécessaires, principalement des armes, de la poudre, des balles, des vêtements, des outils, et 2 artisans que j'avais amenés d'Angleterre avec moi, nommément un charpentier et un forgeron. En outre, je leur partageai le territoire. Je me réservai la propriété de tout, mais je leur donnai respectivement telle part qui leur convenait. Ayant arrêté toutes ces choses avec eux, et les ayant engagés à ne pas quitter l'île, je les y laissai. De là, je touchai au Brésil, d'où j'envoyai une embarcation que j'y achetai, et de nouveaux habitants pour la colonie. En plus des autres subsides, je leur adressai 7 femmes, que j'avais trouvées propres pour le service ou pour le mariage si quelqu'un en voulait. Quant aux Anglais, je leur avais promis, s'ils voulaient s'adonner à la culture, de leur envoyer des femmes d'Angleterre avec une bonne cargaison d'objets de nécessité, ce que plus tard je pus effectuer. Ces garçons devinrent très honnêtes et très diligents après qu'on les eut domptés et qu'ils eurent établi à part leur propriété. Je leur expédiai aussi du Brésil 5 vaches, dont 3 près de Vélez, quelques moutons et quelques porcs, qui, lorsque je revins, étaient considérablement multipliés. Mais de toutes ces choses, et de la manière dont 300 Caraïbes firent une invasion et ruinèrent leurs plantations, de la manière dont ils livrèrent contre cette multitude de sauvages 2 batailles, où d'abord ils furent défaits et perdirent un des leurs, puis enfin une tempête ayant submergé les canaux de leurs ennemis,
de la manière dont ils les affamèrent, les détruisirent presque tous, restaurèrent leurs plantations et reprirent possession et vécurent paisiblement dans l'île. De toutes ces choses, dis-je, et de quelques incidents surprenants de mes nouvelles aventures durant encore 10 années, je donnerai une relation plus circonstanciée ci-après.